Je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que c'est après, en essayant de comprendre ce qui s'était passé, que j'ai vu qu'ils s'étaient comportés avec moi de manière différente. Mais sur le coup, je l'ai pas vu. Je me suis pas rendu compte, j'ai pas réalisé ce qui m'arrivait. Qu'est-ce que j'ai foutu ? C'est pas ça. Je l'ai vu hier. Voilà. Alors, des actes de discrimination répétés. On a dit le congé maternité et l'incidence sur la rémunération, et notamment le bonus. Et puis, en ce qui vous concerne, vous, il y a le refus d'association. On est bien d'accord ? Ils m'ont dit, tu fais partie des meilleurs éléments, tu rapportes beaucoup d'argent, et donc, tu vas devenir associé. J'ai montré tout ce que j'avais dans mon jeu, je leur ai apporté un tas de clients, je les ai traités, j'ai quand même fait un burn-out et tout. Et du coup, j'ai joué le jeu, et après, et vous avez ils m'ont joué tapé comme sur la figure encore. Oui, vous avez joué le jeu comme un homme travaillerait. Mieux, parce que moi, les mecs qui sont passés associés, ils n'ont pas fait le quart du tiers de ce que moi j'ai fait. C'est-à-dire que le degré d'exigence pour une femme est bien supérieur à ce qu'on attend d'un homme. Oui. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a la discrimination linéaire classique, on va dire, et par-dessus, moi, on m'a demandé beaucoup plus qu'un mec, et surtout après, on m'a pas associé. On a tous les bilans et les études, effectivement, sur le nombre de femmes au poste juste en dessous d'association, au grade de directeur, c'est quand même absolument hallucinant de constater qu'elles sont en nombre égal aux hommes, et puis après, au stade des associés, il n'y a plus personne comme femme. Et vous n'aviez pas imaginé un instant en démarrant ce job et en vous y investissant à fond que c'était finalement pour au bout du compte ne pas avoir jamais. Ah mais jamais j'ai pensé qu'il y avait une différence, moi. Le fabricant. Je ne suis même pas sûre qu'il y ait une volonté absolument réfléchie de la part de ces associés-là de l'écarter parce que femme, si tu veux. C'est pas forcément complètement conscient. Mais dans ce système complètement masculin, avec des réflexes masculins, s'il y a quelqu'un à choisir entre un homme et une femme, ils choisissent leur semblable. Oui. Tu vois, c'est plus un réflexe qu'une réflexion. Et donc, c'est intéressant. C'est surtout vrai pour les discriminations hommes-femmes. Hommes-femmes, ouais, ça c'est sûr. Bon, c'est les stéréotypes et la reproduction. Et alors là où je m'amuse, c'est que le groupe a été condamné aux États-Unis à plusieurs reprises sur discrimination sexuelle, en Australie sur discrimination sexuelle, et tiens-toi bien, aux États-Unis, ça a été l'arrêt, la décision de justice, si tu veux, qui a été obtenue contre ce groupe, a été fondateur sur le droit de la discrimination sexuelle. C'est drôlement, plus qu'agréable, c'est rassurant de voir qu'ailleurs, les gens, et puis des juges, des avocats, dans d'autres pays sont arrivés au même résultat que nous. Et ça nous renforce, ça nous donne de la force. Oui. Salut François. Chez Gallo Poste. Salut. Ça va ? Tu vas bien ? Ouais. Mais voilà, et donc, comme j'ai vu tous mes potes évoluer, ils sont tous passés presque... Il y en a beaucoup qui sont passés cadres, d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui sont passés cadres. Et moi, j'étais toujours le dernier servi, voire le pas servi du tout. Moi je travaille dans la maintenance. Mais je dois évoluer normalement, comme tout salarié, comme tout professionnel. Moi, je suis syndicaliste parce que des salariés ont décidé qu'il fallait se rassembler, se défendre, ils m'ont voté pour ça. Moi, je ne suis pas syndicaliste de profession, je ne tiens pas à faire ma profession là-dedans, moi. Et mon épouse, elle aussi,
elle a été quand même perturbée par cette affaire-là. Parce que dans les choix de la vie, il faut parfois tenir compte de rentrées financières d'abord. Il faut parfois tenir compte de priorités pour comment les gosses ils vont pousser, qu'est-ce qu'on va payer, est-ce qu'on peut le payer. Mais toi, tu es à la CGT, tu es discriminé. Arrête d'être à la CGT. Il y a quand même quelque chose de fondamentalement injuste, malhonnête, malsain. Malsain pour l'individu, puis malsain pour l'ensemble du monde du travail. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument stopper cette discrimination, il faut absolument la stopper. Et c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, avec toutes les pressions et des parcours de carrière démolis de chacun. Et c'est ça la décision qu'on a prise, effectivement, à partir du moment où on a commencé à syndiquer des nouveaux, des jeunes, de porter une action juridique pour faire reconnaître toutes les problématiques, tous les problèmes que chacun a eu. Voilà. Il y a toujours les mêmes fonds, les mêmes caractéristiques qui reviennent. Et l'affectation sur la vie personnelle, elle est primordiale. Et quelquefois, c'est la procédure judiciaire qui a permis de sortir de dépression larvée. Ouais. Des militants qui étaient cassés par des années et des années. Ici, je me suis sorti de... Moi, je suis resté 3 mois carrément en dépression, hospitalisé. 3 mois hospitalisé. Mais maintenant, je pense qu'avec toutes vos histoires... Mais avec le mot condamnation employeur à la bouche. Tout ce que vous vivez et des années de travail sur la discrimination fait qu'on est susceptible de repérer beaucoup plus facilement qu'avant des situations de discrimination, non seulement de les repérer, mais aussi d'avoir les capacités d'action dessus. Les militants, quand ils voient, on disait Coluche, quand ils voient la gueule de notre réussite, ça leur donne envie d'échouer. Donc ça, il faut qu'on inverse tout ça. Donc on est là-dessus. Donc ça sera quand même bien. Ça sera quand même bien. Oui, c'est marrant ça. Bon. C'est bon. Aujourd'hui, le message qu'on veut faire passer, c'est quoi? C'est on est capable de faire condamner le patron, on est capable de faire négocier le patron. Non seulement on est capable de régler pour ceux qui sont dans l'emploi, mais on est capable aussi de garantir aux nouveaux arrivants qu'ils ne seront plus discriminés. François est un vrai révolutionnaire, mais un vrai. C'est-à-dire qu'il y a une... C'est pas un révolutionnaire du grand soir un jour. Il y a une situation d'injustice, une situation qui ne lui convient pas. Il cherche les armes pour la combattre, pacifiquement, bien entendu. Mais il cherche les armes pour la combattre. Il a trouvé que notamment celle du droit pouvait pallier l'absence de lutte concrète dans les entreprises. Bon. Et il cherche à renverser cette situation qui ne lui convient pas au moyen des armes qu'il a trouvées. Voilà. C'est là qu'il y a 39 ans de ça, j'ai rejoint la grande usine. Voilà. C'était le lot de beaucoup de jeunes gens de mon âge à l'époque, puisque c'était une période de plein emploi. C'était en 1972. Et les effectifs étaient énormes, puisqu'ils ont atteint peu de temps après 42 000, je crois, salariés, même 42 000 salariés. Alors que je suis arrivé ici, j'avais un CAP de mécanique générale, parce que finalement, c'est étonnant quand même l'approche et à quel point les choses ont changé. C'était ce qui était demandé. On nous demandait finalement d'avoir une initiation à des bases des métiers de la mécanique. Et on nous disait surtout arrêtez-vous là, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Et on vous formera de manière plus spécifique sur ce que l'on attend de vous. Et c'est ce qui s'est passé. Alors moi je suis arrivé ici, j'avais 18 ans. Et jusqu'au service militaire, j'ai travaillé en chaîne, mais tout le monde passait par là. Alors, à la chaîne, à la construction des moteurs en mécanique.
Et puis le fait de m'engager syndicalement et de militer, je vais être complètement bloqué dans mon évolution professionnelle, discriminé tout simplement. Et puis je vais voir les gens de ma génération, mes collègues de travail, qui eux ne se sont pas engagés, qui sont des gens sympathiques par ailleurs et qui sont des proches, hein, mais qui ne s'engagent pas, évoluer professionnellement. Et moi je stagne et qui n'avance pas, recule, donc j'ai vraiment le sentiment de faire du surplace. Et puis au bout de quelques années de cela, voyant qu'il n'y avait pas d'issue, mais aussi à la suite de démarches quand même pour recoller au peloton, notamment par le passage d'essais professionnels que j'avais brillamment réussi, donc je me suis dit que tout ça était possible, et bien je décide de franchir le pas et de reprendre des cours, et j'ai passé mon bac à 38 ans. Donc je suis allé voir le représentant de la direction. Il me fait rentrer dans son bureau et il me dit, écoutez, monsieur Clerc, il semblait un peu embarrassé comme ça, il me dit, écoutez, monsieur Clerc, il n'y a pas de caméra ici, il n'y a personne derrière la porte, il n'y a pas de micro. Mais écoutez, je vous le dis, tant que vous serez à la CGT, vous n'aurez rien du tout. Ah, donc j'avais beau le savoir, le fait que ce soit exprimé et exprimé par un représentant de la direction, eh bien ça met quand même un choc. Et ça a été le déclencheur, finalement, de tout le reste. Comme quoi, je lui dois beaucoup. Et un certain nombre de salariés en France lui doivent beaucoup. Oui. Oui, François, je ne sais pas si tu te souviens, mais j'ai déjà raconté que j'ai fait l'école d'apprentissage Peugeot, je rappelle. Et cette école d'apprentissage, elle avait comme but de sortir les cadres qui devaient diriger l'entreprise. De ma promotion, ils sont tous devenus au moins ingénieurs, etc., quoi, cadres. Voilà, ils ont tous sorti du lot, ils se sont trouvés avec des salaires intéressants, des responsabilités dans la vie, dans l'entreprise, ce qui fait que ça te situe aussi dans la vie, n'est-ce pas? Moi, j'étais parti, j'étais sur cette lancée, ça allait au poil pour moi. Puis, moi, je sors d'une famille où j'ai vu mon père faire la grève chez Japi, etc. Je suis marqué par la CGT. Ce qui fait que je lis beaucoup ce que donne la CGT. Je me syndique à la CGT, puis, à un moment donné, en 1968, au mois d'avril, les copains, les anciens me disent « Écoute, tu ferais un bon délégué, est-ce que tu es d'accord ?» Bon, après mûre réflexion, je dis « Ok, on y va. » Puis me voilà sur la liste des délégués du personnel. Qu'est-ce que j'ai pas fait là? Alors, la direction de l'emboutissage, un mec de la direction générale du centre, enfin, ils étaient 3 devant moi, ils m'ont convoqué, puis ils m'expliquent. « Monsieur Cros, on a peut-être traîné à vous donner plus de responsabilités. Écoutez, on va arranger ça. Vous comprenez? On va faire un effort. » Alors, bon, c'était un discours un peu plus long que ça, je résume. Puis voilà qui me disent « Oui, mais allez, vous vous retirez de la liste CGT. » Toi, avec le sourire comme ça, gentil, toi. Le directeur de l'embout me dit il y a un ancien qui s'en va, ça se libère, vous passez contremaître. Alors, j'allais passer directement comme ça contremaître. Boum. Mais bon, encore une fois, nous, si on reconnaît nos erreurs de votre côté, il faut abandonner cette idée d'aller déléguer CGT. C'est pas votre place, vous avez un autre avenir. Il faut savoir faire des sacrifices. Voilà. Eh bien, de fil en aiguille, je les ai laissés causer, puis je leur dis, écoutez, moi, je ne mange pas de ce pain-là. On est en République. Moi, mes idées, elles vont du côté de la défense des salariés, comme elles vont du côté de l'avenir de l'entreprise. Je veux que mon entreprise fonctionne, mais je veux aussi que tout le monde en profite. Résultat des courses, j'avais signé mon arrêt, tac, tac. La discrimination syndicale, elle a commencé à partir de là. Je suis resté linéaire, après, plus rien, plus de promotion terminée. Jusqu'à la retraite. Jusqu'à la retraite, comme ça. Ah oui, alors ce graphique-là, il est assez intéressant aussi parce que
C'est une comparaison avec les militants des autres organisations syndicales. Alors, les militants de la CGT, on les voit, ils sont placés en bleu, et ils sont vraiment tassés en dessous de la ligne moyenne d'évolution. Bien sûr qu'on est discriminé, c'est une évidence. On s'est dit, mais c'est pas le tout de le dire, d'alléguer, de le ressentir. Comment est-ce qu'on passe du ressenti à du concret? Et c'est là que, à table, on a imaginé ces formes-là. On se retrouvait à la cantine avec Jean Vadan, et c'est là que ça devenait complètement obsessionnel, parce qu'on ne parlait que de ça, on cherchait des formes, des moyens, on imaginait, on remettait en question. Et je me souviens que Jean était tellement impliqué qu'il en faisait des insomnies, il se réveillait à 4 heures du matin et il produisait ça, donc c'était très intéressant qu'il ait peu de sommeil. Alors ici, on avait l'ancienneté, le nombre d'années de discrimination, bien sûr l'écart en matière de coefficient qui induit un écart salarial, tout ça a été repris ici, expliqué, démontré, et puis c'était calculé. Alors le mien il est un petit peu particulier, c'est assez amusant parce que bien évidemment, je m'inscrivais dans un schéma de carrière par rapport à mes collègues de travail, mais j'avais passé un diplôme, j'avais passé mon bac, ce qui fait que je devais intégrer la catégorie technicien, ce qui fait que ça justifiait d'avoir un autre niveau de comparaison et qui soit un peu supérieur. Mais c'est vrai que ce travail de militant, d'atelier, de comparaison a eu plutôt un bon accueil, a été bien reçu, parce que ça devait correspondre à une attente. Ça venait illustrer complètement un propos, des allégations, et puis ça permettait de justifier d'une réparation sur quelque chose de solide. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au nom de la SNCF, l'équipe Intercité vous souhaite la bienvenue à bord de notre train à destination de Paris. Quand l'affaire Peugeot a été gagnée, le standard du syndicat de Sochaux croulait sous les appels en disant mais on a vu ce qui s'était passé, on a vu les informations, mais nous on vit la même chose, comment avez-vous fait? Donc en fin de compte c'est assez naturellement comme ça que ce qui avait été vécu et expérimenté à Sochaux devait être socialisé par ailleurs, et à partir de là j'ai pris mon bâton de pèlerin on peut dire, et puis je suis allé renseigner, informer et aider à monter des dossiers. Et c'est devenu un véritable métier parce que il a vraiment fallu mettre ça sous forme de méthode, on peut le dire comme ça. C'est comme ça que je me suis un petit peu inventé ma profession en fin de compte, parce que voilà, j'ai aidé à tout ça et je continue de le faire. Je partage mon temps quand même toujours entre Sochaux, où je suis toujours aux effectifs et où j'occupe un petit bureau à l'intérieur de l'usine, et puis mon bureau ici à Montreuil, à la CGT. Bon, le DRH te dit... Attends, j'essaie de comprendre. Le DRH te dit, on va aller à un accord. Vous l'avez mis au courant, grosso modo, de la méthode, et il n'est pas opposé à un règlement selon la méthode. Donc on est bien parti sur une bonne voie. C'est super positif. Hein. Donc moi, je vais l'appeler en ton nom. Hein, je vais dire que c'est toi qui m'as transmis son numéro. Et puis, je vais essayer de lui présenter la chose comme il faut. Bon, écoute, tu peux me donner ce numéro que j'essaie de l'appeler, parce que j'ai une chance de l'avoir quand même, j'en sais rien, à sursis. Je te retiendrai au courant, hein? Allez, à bientôt Pierre. Salut. Oui, monsieur, Oui, bonjour, c'est François Clerc de la CGT, je vous appelle de la part de monsieur Autobruck. Si on travaille en bonne intelligence, on va gagner beaucoup de temps et puis surtout on va éviter des contentieux toujours un petit peu embêtants. Ça implique de se mettre quand même autour d'une table et puis dans la concertation, c'est-à-dire dans l'échange réciproque, de se mettre d'accord sur un panel pour chacune des personnes. C'est ça. Voilà. Donc, ce qui est proposé, en fait, c'est de faire un mode de règlement selon la méthode que j'ai développée. Vous êtes au courant, peut-être qu'ils vous l'ont un peu exposé, hein. Écoutez, ça peut être l'occasion que je descende. Il faut que je descende aussi sur Cannes, donc je pourrais faire une sorte de tir groupé. Oui. Oui. Voilà.
Bah écoutez, autour d'un déjeuner, c'est encore ce qu'il y a de mieux, vous avez une bonne idée. Je pense qu'on va retenir cette idée-là. Et puis, on se remet ça sur septembre, peut-être. Hein. Bonjour, ça va mieux? Toujours pareil? Bonjour. Salut Jackie, salut François. Bon, pendant que le restaurant n'est pas plein, on va faire un petit point là. En gros, la SNCF va soutenir ce qu'elle soutient partout et ce que d'autres soutiennent aussi, c'est que finalement c'est une entreprise où il y a des conventions, il y a des statuts et finalement la discrimination est impossible parce que finalement tout ça les protège, les prémunit contre toute forme de discrimination. Mais ça, c'est pas notre affaire. C'est pas parce qu'il y a un statut, d'abord, un, qu'il est appliqué, et deux, que ça protège la discrimination puisqu'il y a de l'avancement au choix. Hein, donc là-dessus, on est clair. Hein? Donc voilà, c'est ça. Mais en même temps, dans ce genre de boîte, de boutique, d'entreprise, ce qui vient un peu plus ou moins du public, ça c'est le refrain récurrent. On a ça dans les organismes sociaux, CPAM, URSAF et SNCF. Donc c'est quelque chose qui est bien rodé et qu'on connaît bien. Mais néanmoins, ils n'ont pas de chance, mauvaise pioche pour eux, parce qu'il y a un arrêt quand même historique en discrimination, mais qui est vraiment un arrêt. Ouais. Oui, parce que c'est le premier arrêt qui a intégré, avant même la loi, les directives européennes sur la charge de la preuve. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on établit une différence de traitement, c'est à l'employeur de prouver les raisons, par des critères objectifs, et vérifiables, pertinents, etc., de l'inégalité de traitement. Et cet arrêt-là, qui a été rendu contre la SNCF pour vos camarades de la CFDT, c'était deux personnes de la CFDT, Flicher et Edic, a, avant même la transposition par la loi du 16 novembre 2001, appliqué la directive sur la charge de la preuve. Et puis nous, on va commander. On va commander. Hein, on va demander à Gueneux si elle veut bien venir nous proposer. Ouais. On va prendre des repas. Jusqu'à 2005, ils n'en parlent pas. Bizarrement, Emmanuelle, je ne l'ai pas rencontrée au début parce que elle, de son côté, traitait déjà de questions de discrimination, mais de manière complètement séparée. Et moi, j'organise aussi des réunions collectives pour faire des bilans d'étape. Et Emmanuelle est venue participer à ces premières réunions. Et on s'est rendu compte que ça fonctionnait très très bien. On travaille ensemble, on évolue ensemble, on développe nos méthodes, nos manières, nos stratégies, on les développe ensemble. Mais quand même, c'est elle qui est au feu à chaque fois, parce que quand il s'agit d'être devant les juges et puis de tenir la parole avec la force de conviction pour l'emporter avec les enjeux, parce que derrière la discrimination, ce sont des vies qui sont engagées. On a quand même la responsabilité des personnes qu'on emmène avec nous et qui nous font confiance. Donc là, il faut pas prendre ça à la légère. Et alors là, Emmanuelle, c'est vraiment la personne qui répond complètement. J'ai plaisé pendant combien de temps, hein? Il avait dit 10 minutes. Il avait dit 10 minutes 2 heures presque. 2 heures? Tout à fait. Non. Tout à fait. La pause. Une heure, pas loin de 2 heures. Ah, ça me fait Une heure, 2 heures moins 4 heures moins, ça fait 2 heures. Une heure et demie. Une heure et demie quand t'as attaqué. C'est pas évident, hein? Oui, ça a l'air. Ah non, C'est bien, tu t'es pas laissé museler. Ça a bien résumé les choses. Oui. Oui. Oui, c'était pas possible de faire 14 dossiers en faire une synthèse. Oui. C'est pas évident sur 14 personnes. Moi, je suis désolée, les 14, il y a besoin d'un mot pour chacun. Exactement. Hein, ne serait-ce que par déférence pour le tribunal, vous êtes tous là. Par respect vis-à-vis de vous, il est normal que je puisse dire un mot sur chacun quand même. Non, mais c'est logique. Pour toi, t'es vraiment... C'est le dernier de la classe. Le dernier de la classe, t'es jamais monté. Puis j'ai des bonnes appréciations. On l'a vu. Sympa. Il y a pas
Le 16 mars prononcé, le 2 juin. Touche pas une bille, hein, en face. Il savait pas de quoi il parlait. Infernal. Il a inventé des qualifications. Prochaine. Vous voyez qu'avec le PDG... B14, hein, C'est des nouvelles notations, ça. B14. B14, c'est même pour la SNCF. Ouais. Bon, il n'y a pas d'inattendu. Hein. Et moi j'ai une retraite chapeau, ça c'est bon. Chapeau pour Tarnet. Je suis devenue avocat pour faire du droit social. Et j'ai toujours, considéré le droit comme étant même le droit civil pur, comme étant un droit politique. Et là, je trouvais qu'avec le droit du travail, j'avais une immédiateté de la dimension politique du droit. Voilà, c'est ça. Mon camp a été choisi au départ. Du point de vue de la technique, là aussi, j'aurais pu défendre des employeurs parce qu'il n'y a pas de souci. Il faut que les employeurs soient défendus et bon, j'ai pas de problème là-dessus. Mais j'aurais pas été à l'aise. Enfin, j'ai un investissement particulier, une espèce de force. Enfin, en tout cas, moi, j'y mets une force particulière parce que ce sont des salariés et que je pense que c'est eux que j'ai envie de défendre, quoi. Voilà. 1723 €. Ça, c'est un dossier qu'on a perdu en première instance et auquel je tiens vraiment beaucoup. Je tiens beaucoup à le gagner en appel. C'est un dossier qui est assez symptomatique de ce que a été la carrière des femmes ouvrières qui ont été embauchées dans les années 70, donc qui arrivent maintenant à l'âge de la retraite. Et Madame Mancino était câbleuse dans l'aéronautique et elle n'a quasiment jamais évolué. On l'a laissée moisir, mais vraiment moisir dans son poste de travail, pas de formation, rien, pas d'évolution de poste. Alors que tous les hommes qui étaient embauchés dans les mêmes années, on les a fait évoluer, grimper, devenir chef d'atelier, chef de secteur, etc. Et puis elle, rien du tout. Et c'est très, très symptomatique de ces femmes qui, finalement, en ayant travaillé toute leur vie, avec 35 ans ou plus de cotisation, finissent avec des retraites minables. Et forcément, puisqu'elles ont eu des salaires minables toute leur vie. Donc, je suis vraiment très attachée à le gagner pour montrer que c'est possible, pour cette génération de femmes, de faire quelque chose, qu'elles ont, elles aussi... étaient victimes de discrimination, que c'est pas normal, le traitement qu'elles ont... Même si à l'époque, c'était vécu comme normal, il y a un sentiment d'injustice qu'elles ont intériorisé, qu'elles sont pas toujours en capacité d'exprimer, mais bon, il existe néanmoins, et je pense qu'il faut arriver à faire passer un dossier comme ça devant la justice pour qu'elles puissent se dire, moi aussi, alors, elles ne feront pas toutes des procès, hein, mais qu'elles se disent, moi aussi, qu'elles resituent, si vous voulez, le traitement dans lequel elles ont été placées, dans une situation d'anormalité. Du tout. Il faut dire, moi, je faisais la Alors, il ne faut pas, si le magistrat vous interroge, il ne faut pas dévaloriser votre travail. Il faut bien insister sur le fait que vous ayez fait des travaux fins, comme les hommes, et sur du militaire, etc. Parce qu'eux, ils ont tendance à dévaloriser le travail que vous faites, en disant, mais si elle n'a pas monté, c'est qu'elle faisait du travail de base, vous étiez femme de ménage. Donc il faut bien insister en disant, mais j'ai travaillé sur le militaire, j'ai fait du montage, du câblage, j'étais polyvalent. On a une attestation qui le dit que vous étiez polyvalente. Hein. Donc il faut insister là-dessus.
Hein, d'accord? Moi, je vais insister là-dessus aussi. Et puis, Tu racontes ta vie, en fait. Voilà. Tout à fait. Oui, mais il ne faut pas se dévaloriser. Parce que non, mais parce que vous êtes discrète. Vous êtes une femme discrète, qui ne vous mettez pas en avant, etc. Mais là, pour un coup, pour une fois, il faut y aller. Il faut dire, voilà ce que j'ai fait. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de raison. Non, mais c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Allez, on y va. Une situation. Moi, j'ai l'impression qu'on va bâcler le... Parce que je vais dire, principe de réparation intégrale du préjudice, et donc là, méthode claire. Hein? Méthode claire, c'est-à-dire rester bien sur le fondement légal de l'obligation de réparation intégrale, donc obligation de reconstitution, d'un système d'indemnisation qui prenne en compte le préjudice sur l'intégralité de la carrière, voilà. Majorer des dommages et intérêts en ce qui concerne l'incidence sur la retraite, parce qu'elle a quand même une retraite minable. Hein. À 800 € et quelques par mois, on voit à quel point son absence de développement de carrière a un impact considérable sur la retraite. Donc il faut vraiment qu'on y arrive. Alors dans ce dossier-là, j'ai demandé 48% d'incidence retraite, parce que c'est une femme, comparativement aux hommes où je demande que 32%, à raison de l'espérance de vie plus longue des femmes. D'accord. Hein, voilà, d'accord. Présente assistée. Le chemin, il a été quand même bien ouvert et bien rodé sur discrimination syndicale, parce que c'est sur les questions de discrimination syndicale qu'on a fabriqué du droit, de la doctrine, hein. Donc, et de la jurisprudence. Donc à partir de là, ça ouvre quand même bien la porte au reste. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus difficile pour les personnes isolées, puisque dans le cas d'une discrimination homme-femme, par exemple, il faut quand même imaginer le cas d'une femme isolée, dans un monde de soumission, de dépendance par rapport à un employeur, dans une culture générale qui ne porte quand même pas trop à la révolte, surtout s'il n'y a pas d'organisation syndicale, c'est quand même une prouesse que de se lever un matin en disant « cette situation est inadmissible ». Déjà, il faut pouvoir la détecter soi-même. Cette situation est inadmissible, je vais agir sur le terrain du droit, avec l'objectif de faire condamner mon patron et d'obtenir des indemnités, et si tout va bien, si tout va bien, ça va durer 5 ans, et si tout va mal, je vais probablement perdre mon emploi et je n'aurai rien au bout du compte. C'est quand même une schizophrénie d'avoir des choses comme ça. Et pourtant, c'est une réalité. Et on a trouvé des femmes qui ont été les protagonistes et les premières. Oui. Et c'est Emmanuelle qui a traité de ces dossiers. Oui, mais ce qu'on a observé, c'est que ce sont beaucoup de femmes qui étaient investies syndicalement, donc avec une certaine conscience aussi du problème, mais aussi avec derrière elles une organisation syndicale. Ce sont ces femmes-là qui ont porté, pour la plupart, les premières, les procédures en matière d'égalité hommes-femmes, en matière de discrimination sexuelle. Et puis, ça, j'allais dire, c'était il y a une petite dizaine d'années. Hein. Et maintenant, on arrive à une autre génération, en ce qui concerne les femmes. Hein. On arrive complètement à une autre génération qui est une génération qui a été élevée dans l'idée de l'égalité de traitement, qui a fait les mêmes études que les garçons, voire qui ont été meilleurs à l'école, ou dans les grandes écoles, ou meilleurs même au bac, etc. Pas toujours. Et puis qui sont sortis de l'université avec des aussi bons diplômes, etc. Et qui, arrivés dans l'entreprise, s'aperçoivent là d'une différence. Et pas toujours les premières années, mais au fil du temps. Et notamment quand les enfants arrivent, les maternités, etc. Elles se prennent un mur
qui est le mur de la discrimination dans l'entreprise qu'elles n'avaient absolument jamais imaginé. Parce qu'on leur avait jamais appris que ça existait. Parce que quand on passe des examens à l'université, quand on passe HEC, l'examen d'entrée, quand on passe l'école des mines, le problème de discrimination sexuelle ne se pose pas. Mais c'est uniquement dans l'entreprise qu'elles se sont mangées le mur de la discrimination. Et là, ce sentiment d'injustice qu'elles ont provoque une indignation qui, là, donne une force pour agir. Bon, ça c'est parfait. C'est parfait parce qu'un ancien supérieur hiérarchique qui témoigne et qui s'investit à ce point-là, c'est révélateur aussi de la trace que vous avez laissée chez lui, quant à votre qualité de travail. Donc, ça c'est très bien. Alors celle-là, elle est donc à communiquer. C'est l'original, mais... Ouais. Bon, donc double affaire. Oui, double affaire. Rappelez-moi les circonstances qui tournent autour de la déclaration de grossesse, la grossesse elle-même, la proposition de rupture conventionnelle, tout ça étant lié. Donc, annonce de grossesse. J'annonçais à mon employeur mon date de grossesse au mois de février. Mon DRH, et il m'a dit de venir le voir pour parler ensemble de mes dates de congé maternité. Donc je me rends dans son bureau et donc on parle justement de ces dates de congé maternité et suite à l'entretien, donc il me dit qu'il y a un autre point à voir avec moi, qu'il souhaite aborder avec moi, c'est une rupture conventionnelle de contrat. Donc, et quel était le lien entre le congé maternité et la rupture conventionnelle de contrat? Le lien, donc il me dit que j'ai déjà une pression importante, mais que ça va augmenter, ça va aller en augmentant, et que donc pour la santé de mon petit bébé, il serait mieux que je songe à une rupture conventionnelle de contrat. Pour la santé de votre petit bébé? Oui, donc là je tombe des nues et il me dit réfléchis, tu vas passer plusieurs mois en congé maternité en pensant à ta rentrée et en stressant par rapport à ton retour de congé maternité. Donc pour toi et ton petit bébé, ça serait bien mieux qu'on fasse une rupture conventionnelle maintenant, comme ça tu seras sereine pendant cette période-là et tu resteras chez toi et tu n'auras pas à penser à ton retour dans l'entreprise. Donc là je dis, je m'étonne et je lui dis mais comment tu peux me proposer ça maintenant? Je suis enceinte de 3 mois, je vous annonce mon date de grossesse et vous me proposez ça. Et il me dit, mais réfléchis bien, moi on proposerait ça à ma femme, je lui dirais d'accepter tout de suite. Et finalement, vous avez été pourtant licencié pour insuffisance professionnelle. Oui. Donc l'employeur a bien organisé toute sa procédure de licenciement autour de l'arrêt pour congé maternité. C'est-à-dire qu'il commence la procédure avant, vous faites tout votre arrêt avec l'épée de Damoclès du licenciement, tout votre arrêt de congé maternité, et puis vous reprenez, et pof, vous êtes licencié. On essaie de se mettre dans une bulle, et on se dit, ça ne m'atteindra pas. Et pendant des semaines, je ne répondais plus, je ne disais plus rien, je souriais, mais quelque part, au fond de moi, je bouillonnais, et ça, et ça, aujourd'hui, c'est cette colère qui ressort, et qui aujourd'hui, je suis toute seule et je peux le faire. Et puis bien sûr, il y a eu les grossesses, ça n'arrange pas, parce qu'avant, on sait que vous allez vous arrêter environ, on va dire 6 mois. Donc avant, vous n'avez rien, pendant, j'en parle même pas. Et après, il faut reprouver que vous êtes capable de concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Donc il se passe encore un peu de temps avant d'avoir quelque chose. Donc c'est un retard que vous ne rattrapez de toute façon jamais. Ça cumule à chaque grossesse, à chaque interruption. Oui, alors 2 grossesses. Plus les stéréotypes. Voilà, le temps partiel que j'ai pris au deuxième, donc un temps partiel de 5 ans. Alors ça, on vous le fait payer cher, parce qu'on vous l'accepte, on vous l'accorde. Vous faites le travail en 4 jours au lieu de 5, puisque bien sûr j'avais pris le mercredi. Et tu n'étais pas remplacée pendant ce temps-là? Je n'étais pas remplacée, je prenais moins de temps de pause, peut-être même pas du tout. Et par contre, ça on vous le fait payer cher, parce que pendant ce temps, vous n'avez pas de promotion. Vous avez une augmentation tous les 2 ans, 2 ans et demi, alors que vos collègues ont ça tous les ans. Voilà, donc c'est une injustice que je ne supportais plus.
Et voilà, j'en avais assez de me morfondre et j'avais décidé de me battre et voilà, et constituer un bon dossier et aller aux tribunaux. Et là, j'ai eu des encouragements de personnes, de collègues, très peu de femmes, puisqu'elles n'osaient plus s'approcher, elles n'osaient plus me parler, comme si j'étais devenue un peu dangereuse ou je gênais. Bon, pour moi, c'est quand même dur d'en reparler. Même si j'ai gagné et puis que ça a changé beaucoup de choses, c'est quand même... c'est dur pour moi d'en parler parce que c'est pas évident de se trouver devant des juges, dans un tribunal. J'étais pas habituée à ça. Un vocabulaire que je ne connaissais pas. Je ne savais pas trop où j'allais, franchement, au départ. J'étais là, Annie. Oui. Mais c'est vrai que je ne savais pas trop où ça allait m'amener. Mais bon, j'étais décidée de toute façon à faire quelque chose. Mais c'était long quand même. Oui, on a mis 4 ans. Et et l'arrêt, c'était en janvier 2009. Voilà. Donc ça a duré un moment et c'est long et voilà. Il faut pas se décourager. Il faut toujours lutter. Et le plus dur, c'est de continuer à travailler dans le même service et que voilà, là. Mais c'est comme ça. Et je regrette pas. Si c'était à refaire, je le referais. Ça a été formidable, la discrimination depuis la fin des années 90, depuis le milieu des années 90, parce qu'on a défriché en permanence. D'abord avec la discrimination syndicale, puis maintenant avec la discrimination homme-femme, le handicap, discrimination en raison des origines, etc. Il y a une ivresse et puis une liberté parce que rien n'y est fait. Donc finalement, on pousse à chaque fois le coin un peu plus. En se disant quelquefois, mais pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt à telle chose, ou à telle demande, pourquoi je n'ai pas poussé encore plus loin dès l'époque. Mais non, on pousse à chaque fois. Fatima, elle a cette particularité d'avoir mené un combat dans son propre pays. Et puis, une fois arrivée en France, réfugiée politique en 93, embauchée comme médecin de santé publique dans un grand organisme, devoir se battre pour reconnaître son évolution professionnelle, son droit à évolution professionnelle. Merci. Je suis un peu... oui, à gauche. Voilà, merci. La Fatima, on a l'habitude d'avoir des Fatima femmes de ménage, des Fatima prostituées, mais une Fatima médecin qui se coule dans la masse, qui aime la France, qui s'habille à l'européenne, qui vraiment s'approprie les valeurs européennes, vraiment, et qui en est fier, eh bien, ça peut déranger. Je peux vous assurer que ça m'a coûté des années d'antidépresseurs et de consultations psychiatriques. J'avais franchement pas besoin de ça. J'aurais beaucoup aimé en faire l'économie de toute cette souffrance et et puis pour rien. Quand on se pose la question concrètement, je me dis, mais pourquoi ? L'effet inverse, oui. Quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui n'est pas assidu, quelqu'un qui n'est pas sérieux, quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements, qui n'a pas d'assiduité, qui n'aime pas son travail. Oui, mais quelqu'un qui vous démontre chaque jour, et plus je faisais d'efforts, et plus on me montrait que... j'avais l'impression que de me débattre comme un noyé... Et je veux aller au bout de cette procédure. C'est important pour moi pour que justement ce soit dénoncé, même si c'est très difficile, que ce soit dénoncé pour que plus jamais d'autres, moi je pense à ma fille par exemple, qui a les mêmes origines que moi, qui est aujourd'hui docteur en pharmacie. Je ne voudrais pas que ma fille, sous prétexte
de ses origines, eh bien, elle soit pas une Française comme toutes les autres Françaises, qu'on soit toujours là, son passé, ses origines qui la rattrapent, et consciemment ou inconsciemment, à chaque fois qu'elle est face à la société, parce que le travail fait partie de la société, eh bien, elle soit discriminée du fait de ses origines et d'être considérée comme une sous-citoyenne. Parce que moi, c'est un peu aussi ça que je ressens aujourd'hui. Je me sens comme une sous-citoyenne, tout comme je me sens comme un sous-médecin de santé publique. Pourquoi ? Voilà. Je ne comprends pas. C'est une cause qui est plus difficilement audible. C'est comme si c'était rentré dans un débat de l'inavouable et de l'indicible. C'est pas palpable, c'est pas possible. Et je pense qu'il leur faut quelque chose de plus tangible, de plus matériel pour des juges, hein, je pense, hein, peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je perçois les choses, que la simple affirmation d'une appartenance à une race, une couleur. Là, on est en train d'essayer d'imaginer des situations de discrimination nouvelles à traiter, et il ne faut pas raisonner avec l'expérience de la réussite qu'on a sur d'autres discriminations qui sont plus anciennes. Il faut reconstruire un certain nombre de choses. Il faut qu'on arrive à retrouver des angles de démonstration, de comparaison. Il va falloir les reconstruire, ça c'est clair. Mais on bénéficie quand même de tout le savoir-faire acquis sur d'autres formes. Toutes les plus grandes entreprises ont été touchées et on les a quand même contraintes à avoir un regard introspectif sur leur propre fonctionnement et à chercher des solutions, des alternatives. Et comme ils sont perdants sur le terrain du droit et comme ils ne veulent pas désarmer sur le terrain du droit, donc on est toujours devant des conflits judiciaires, mais ils cherchent des artifices et qui vont chercher toujours pareil, outre-Atlantique. Alors ils inventent, au lieu de parler d'égalité de traitement, de lutte contre les discriminations, ils nous sortent un concept de diversité qui paraît plus soft, plus sociétal, et surtout qui ne parle plus d'égalité. Mais là encore, on est capable de les reprendre au pied de la lettre et de ramener la veine de fond, les vieux principes républicains d'égalité, de liberté, mais d'égalité. Pas de liberté sans égalité, donc on ramène ça. Et finalement, on se rend compte qu'en 15 ans, ils ne font que faire des circonvolutions comme ça, mais ils se prennent à chaque fois les pieds dans le tapis et ils n'en sortent pas. Donc la dynamique est bien de notre côté et c'est nous qui sommes gagnants. Et ça se mesure. Ça se mesure au résultat. Ça, c'est quand même une réussite sur la durée. Alors moi, je pense y avoir pris ma part, je suis content. Je suis content aussi pour moi, parce que c'est une réussite intellectuelle. Faut pas le nier, on se fait plaisir. Moi, je prends du plaisir à faire ça. Donc, c'est à partir de là, et c'est en travaillant avec les inspecteurs du travail, comme on le fait là en groupe, qu'on a inventé, entre guillemets, un autre moyen qui est la lettre d'observation, que l'inspecteur du travail, suite à son enquête... Une décision géniale. Ah bon? Mancino. Bon, bah tu la mets là, puis tu le Excusez-moi de vous interrompre. J'ai pris des notes. Je vais vous lire ça. Alors, les motifs. Les hommes ont mieux évolué que les femmes en coefficient. La rémunération est inférieure des femmes par rapport à celle des hommes. Que la rémunération la plus haute, c'est ce que je lui avais dit, la rémunération la plus haute des femmes est encore inférieure à la plus basse des hommes. Bon. Elle était ouvrière dans l'aéronautique, dans une société une ouvrière de base, quoi, au câblage. Elle est rentrée coefficient 140 dans la métallurgie câblage. Ah, c'est génial. Alors, réparation, tu vas voir, François, tu vas voir. Alors, il faut remettre comme s'il n'y avait pas de discrimination. Enfin, remise en état comme s'il n'y avait pas de discrimination. Elle propose à bon escient d'appliquer la méthode Claire. Texto.
Elle propose à bon escient d'appliquer la méthode Claire. Alors, elle relève la perte de chance plus la perte de la retraite. Et sur la retraite, elle demande 48% et non pas 30%, ce qui est pertinent. Ouais, 800 € par mois de retraite après avoir travaillé 33 ans de sa vie, et oui, et avoir cotisé 35 ans. Donc, je peux te dire que les 85 000 €, 88 000, ça a grandement l'aider, quoi. Tu nous la communiques Ouais. Ah, je suis contente pour elle. Ouais. Allô? Oui, c'est maître Boussard-Vériquia, l'appareil. Oui, je vous signale que c'était votre délibéré aujourd'hui. Le résultat de la cour d'appel. Oui, ah. Voilà. Et alors, bon, on a gagné. On a gagné. Et on a gagné, très bien gagné. C'est-à-dire que vous avez 53 560 € de dommages et intérêts pour le préjudice financier. Oui, 53 000. 53 000. Ben, oui que c'est super. Attendez, c'est pas fini. Vous avez encore 35 000 € à titre de préjudice moral. Oui, encore supplémentaire. Si, c'est vrai. Si, je vous assure, c'est ça. Si. Et vous avez une participation aux frais d'avocat de 2 500 €, encore en plus. Et alors, ils ont reconnu que vous aviez été discriminé. Ouais. Et ben voilà. Oui, c'est un beau cadeau d'anniversaire. Très bien. Ah. Ouais. Alors, oui, c'est formidable. Mais vous avez raison, c'est très bien pour d'autres personnes aussi dans la même situation que vous. C'est sympa de penser aux autres. C'est sympa de penser aux autres aussi, là. Parce que ça va aider d'autres femmes qui sont dans votre situation. Alors, la décision...